Depuis plus de 2 siècles, le Panthéon accueille des morts. Mais surtout, il fabrique des symboles. Chaque entrée est un message. Chaque silence, une prise de position. Le 23 juin 2026, pour la première fois de son histoire, le Panthéon a accueilli un historien, qui fut aussi un grand résistant, Marc Bloch. La France a rendu hommage à une grande figure de résistance de la Seconde Guerre mondiale. Le Panthéon n'a pas toujours été le temple des grands hommes et des grandes femmes. Basilique, chantier royal, manifeste des Lumières, monument révolutionnaire, ce lieu mythique a connu de nombreux bouleversements. C'est une histoire du Panthéon que nous allons effectuer dans Chroniques parisiennes. Il faut revenir tout d'abord bien avant la République, sur une colline sacrée. Ici, la mémoire commence avant la France. Fin du 5e siècle, Clovis fait élever une basilique sur cette colline dominant Lutèce. La basilique prend le nom de Sainte-Geneviève. La colline devient la montagne Sainte-Geneviève. Le sacré s'enracine. Mais ce sacré est fragile. Au IXe siècle, les Normands saccagent l'édifice. Reconstruit au XIIe siècle, il tombe à nouveau en décrépitude. Au XVIIe siècle, la basilique est en bien mauvais état. Pendant 100 ans, les chanoines colmatent, jusqu'au jour où une promesse modifie le cours des événements. En 1744, Louis XV est gravement malade à Metz, en pleine guerre de succession d'Autriche. Le royaume tremble, mais Louis XV guérit. Au retour de la guerre, il fait son entrée dans Paris avec en point d'orgue l'action de grâce qu'il rend à Sainte-Geneviève le 17 novembre 1744. Il promet aux chanoines de l'abbaye Sainte-Geneviève de reconstruire ce sanctuaire bien délabré. 10 ans passent, rien ne se fait. Puis, en 1754, Louis XV annonce la reconstruction de l'église. Pourquoi autant de temps ? Quand Louis XV fait le vœu de 1744, il n'y a rien d'arrêté. Les finances de la monarchie sont catastrophiques et reconstruire Sainte-Geneviève n'est pas si simple. L'abbaye médiévale est immense, installée sur un terrain compliqué. En 1754, Louis XV rappelle une idée essentielle. Lui seul est le dépositaire de la monarchie de droit divin. En janvier 1755, Louis XV confie le chantier à Jacques-Germain Soufflot, un architecte des Lumières. Soufflot veut faire entrer la raison dans la pierre. Il marie l'antique grec à la structure gothique. Il veut de la lumière, de la clarté, de la lisibilité. Comme Diderot, il pense qu'un bâtiment doit annoncer sa fonction de loin. L'Église juge le projet de Soufflot trop audacieux. Soufflot modifie alors. Mais le 6 septembre 1764, Louis XV pose la première pierre. Le message est clair. Le roi soutient Soufflot contre les critiques de l'Église. Le dôme est le cœur du projet. 3 coupoles imbriquées, un défi technique absolu. Soufflot meurt en août 1780, avant de voir son œuvre achevée. Louis XVI nomme Maximilien Brébion pour lui succéder, un proche collaborateur de Soufflot, qui conserve la même équipe. Les décors du fronton, l'adoration de la croix par Guillaume de Coustou et du péristyle, les vies de Sainte-Geneviève, Saint-Pierre et Saint-Paul prennent forme. L'équipe entreprend la construction du dôme de 83 mètres, achevé en 1790. L'idée de Soufflot a tenu. L'Église n'est jamais consacrée. La Révolution arrive avant, les biens du clergé sont nationalisés. Et se développe l'idée de transformer l'Église en panthéon des hommes illustres. Le Panthéon va être fils de la Révolution française, mais c'est l'aboutissement d'un demi-siècle de débats philosophiques sur l'invention d'une mémoire nouvelle et laïque. Pas un cimetière, un lieu d'exemplarité, un temple civique. Mirabeau est le premier mort à entrer dans l'édifice en avril 1791. Voltaire, lui, entre comme un triomphe antique. Le 10 juillet, le cercueil a rallié les ruines de la Bastille, où il a passé la nuit sur un cénotaphe. Le 11, cavalerie et infanterie en tête, un long cortège précède le catafalque de Porphyre.
Les bustes de Mirabeau, Franklin et Rousseau ouvrent la marche, suivis des sapeurs de la Garde nationale et des démolisseurs de la Bastille. Derrière les représentants du peuple, des choristes chantent des hymnes civiques. Après une station devant l'Opéra, puis sous les fenêtres du marquis de Villette, des arrêts au café Procope et à la Nouvelle Comédie, l'équipage conclut à la nuit son interminable parcours devant le Panthéon. Cette gigantesque cérémonie civique va longtemps servir de modèle aux autres panthéonisations. Elle fonde un rituel républicain. Mais la Révolution hésite. Elle sacralise puis désacralise. Après les révélations de l'armoire de fer, Mirabeau sort du monument en septembre 1794. Marat y entre, mais dès 1795, un nouveau décret le dépanthéonise. Le Panthéon devient un miroir des tensions révolutionnaires. On y panthéonise l'émotion, avant de panthéoniser le mérite. Pour éviter de nouvelles bévues, la Convention décrète de faire patienter 10 ans avant d'entrer au Panthéon. Rousseau finit par s'imposer, parce que Rousseau incarne une pensée, pas une faction. Un gros travail reste à accomplir dans l'ancienne basilique. Antoine Chrysostome de Quincy fait murer les 39 fenêtres basses qui éclairent la nef et le transept. On met du verre dépoli sur les fenêtres hautes. Le monument devient sombre et austère. Les attributs religieux disparaissent. L'édifice se fragilise. Des fissures apparaissent dans les piliers de la croisée. Il faut agir, mais personne ne s'entend sur les solutions. Napoléon affecte un peu d'argent aux travaux de renforcement des piliers, mais ne tranche pas sur la question. Monument religieux ou funéraire? Le 20 février 1806, il rend le Panthéon au culte, tout en précisant que la crypte sera réservée aux grandes personnalités de la nation. En moins de 10 ans, plus de 40 dignitaires de l'Empire sont inhumés dans la crypte. Le Panthéon devient un instrument politique. Le 19e siècle est celui des atermoiements. La Restauration rend la basilique au culte catholique. Louis XVIII assiste à la cérémonie de consécration de l'Église le 3 janvier 1822. En 1830, avec la monarchie de Juillet, le clergé repart, mais le monument s'endort. Le roi Louis-Philippe orchestre une seule manifestation en 1831 au Panthéon. En 1848, le gouvernement envisage de faire du Panthéon le temple de l'humanité, mais l'enthousiasme retombe vite. Fin 1851, Louis-Napoléon rend l'Église au culte. La Troisième République conserve Sainte-Geneviève à sa vocation d'église jusqu'en 1885. Lors de la guerre franco-prussienne, le bâtiment a souffert. Des obus ont troué le dôme et endommagé des voûtes. Les communards ont aussi pris le contrôle du bâtiment. Le 26 mai 1871, l'artillerie versaillaise a concentré ses tirs sur la basilique. Le directeur du journal La Commune, Jean-Baptiste Millière, est fusillé sur les marches. Lorsque Victor Hugo meurt le 22 mai 1885, le gouvernement décrète le retour de l'édifice à sa destination civique, sans susciter de protestation. Des funérailles nationales se déroulent le 1er juin. Le monument devient celui des grandes cérémonies nationales, comme le centenaire de la Révolution. À cette occasion, le 4 août 1889, la crypte accueille Lazare Carnot, le général Marceau, Jean-Baptiste Baudin et Théophile Malocoré de la Tour d'Auvergne. Le 22 septembre 1892, le président Sadi Carnot y célèbre le centenaire de la proclamation de la République. Il rejoint la crypte le 1er juillet 1894. En 1906, la décision de transférer les cendres de Zola, défenseur de Dreyfus, oppose la gauche à la droite. Zola finalement y entre le 4 juin 1908. La cérémonie est troublée par le journaliste Louis Grégory, qui tire 2 balles à l'intérieur du monument, blessant Alfred Dreyfus. En 1920, le monument accueille Léon Gambetta, Jaurès en 1924. Pendant les 70 ans de la Troisième République, 11 personnalités sont inhumées au Panthéon. La Quatrième République n'abusera pas de la panthéonisation, avec 5 élus. Le Panthéon a donc connu une histoire mouvementée. Beaucoup de panthéonisations restent aujourd'hui dans les mémoires. On se souvient de Jean Moulin, avec l'éloge funèbre d'André Malraux. Malraux rejoignant le Panthéon en 1996. C'est aussi tout un symbole pour François Mitterrand, lorsqu'il pénètre seul dans le monument pour déposer une rose rouge sur les tombeaux de Jaurès, Schoelcher et Jean Moulin.
En 1987, René Cassin, 1988, Jean Monnet, 1989 aussi pour le bicentenaire de la Révolution. On pense aussi en 1995, le couple Curie. Et le dernier, le 23 juin 2026, Marc Bloch. Les cérémonies actuelles sont bien différentes de celles de Voltaire. On parle parfois de véritable production d'État. La panthéonisation de Joséphine Baker en est un bon exemple, avec un cercueil symbolique, une montée nocturne rue Soufflot, une chorégraphie des porteurs, une musique, un montage audiovisuel et une forte dimension émotionnelle. Et aujourd'hui, sous la Ve République, c'est le président qui monopolise pratiquement le rite. Le Panthéon sert toujours à fabriquer un récit national. La cérémonie transforme un individu en symbole collectif. La mise en scène cherche à produire de l'unité nationale. On se retrouve pour de prochains épisodes dans Chroniques parisiennes.